C'est un immense artiste chinois des années 30. En général, l'art chinois n'est pas très connu, hélas, en France, mais peut-être lui encore moins que d'autres. Comment caractériser son art? Ce sont d'abord, on a appelé ces créations des manhua. Donc ce sont en fait des dessins un peu dans ce style-là. Je vous montre des exemples, parce que sinon c'est abstrait, on parle un peu dans le vide. C'est une sorte d'art un petit peu au fil de la plume. C'est une peinture épurée. Et ce sont souvent des images uniques. Ce ne sont pas des images qui se suivent. Bon, il en a fait des séries de 4 images, parfois plus aussi, puisqu'il a illustré par exemple les nouvelles de Lu Xun, cet écrivain très connu dans les années 30. Il illustre ces nouvelles. On peut dire que ce sont des bandes dessinées parce que les images se suivent très très bien et on comprend en fait, on comprend très bien, même sans lire la nouvelle, les images se tiennent, enfin les histoires se tiennent. Mais il n'en a pas fait énormément. Donc il est devenu connu dès les années 20. Alors il s'inspire du Japon à la base, d'un artiste qu'il a connu lors d'un bref séjour au Japon, Takehisa Umeji. Et en fait, il s'inspire beaucoup de ces dessins qui sont un petit peu du même genre, il faut dire, mais qu'il adapte. Et qu'il adapte à la Chine avant tout. C'est ça qui est important. Donc, il représente des scènes qu'il voit autour de lui, en Chine évidemment. Alors donc, je pense que ce livre comble un peu un manque parce qu'on ne sait rien en fait de cette période-là, ni de cette sorte d'art-là. Parce qu'on entend beaucoup, enfin, les mangas, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler, il y a eu énormément de livres, mais les manhwa de Chine, qui sont quand même un art important aussi, on en parle peu. Alors, quel est le contenu en fait de ce qu'il décrit? Il décrit avant tout son époque, évidemment. Alors le contraste criant entre le confort de vie des nantis, des grandes villes, des métropoles, et puis les campagnes très très pauvres, au contraire, hein, de la période des années 30 en Chine. Ça, il le décrit très très bien, ce contraste. Mais disons que ça n'est pas un artiste politisé. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, même s'il est très sensible à la misère qu'il voit tous les jours de sa vie. Alors, il représente comme ça des gens du peuple, il décrit justement ces gens-là. Alors, il nous montre aussi le contraste entre l'Occident et l'Orient. Alors là, on voit une rue de Shanghai avec des sikhs indiens qu'on voyait à cette époque-là dans les concessions étrangères. Et puis, on voit au premier plan une procession funéraire chinoise. Donc là aussi, c'est le contraste entre des mœurs qui n'ont pas grand-chose à voir. Et en fait, ce qui nous montre, c'est bien justement ce qui le frappe et ce qui caractérise la vie de Shanghai, de son époque. Alors, comme Grégory Lee le dit très bien, la période en Chine 1927-37, donc c'est enfin une période où la Chine est unifiée politiquement, et c'est la fin de la période des seigneurs de la guerre, et c'est juste avant la guerre. Et donc, durant cette période, disons que la Chine est particulièrement créative, et en particulier Feng Zekai. Donc moi, je me centre vraiment avant tout sur ce qu'il a fait durant cette période-là. Alors, il n'a pas fait que des images en noir et blanc. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces manhwa, c'est pour la presse, en fait. Hein. Ce sont des images en noir et blanc qu'on publie dans la presse, ou alors d'ailleurs dans des recueils aussi. Et il en a tiré des versions en couleur, comme celle-ci. Alors ça, ce sont des peintures isolées, en fait, qu'il va vendre durant la guerre, d'ailleurs, comme des vraies peintures. Donc c'est pour ça qu'en Chine, on le considère à la fois comme un artiste et un caricaturiste. Et alors, il aime bien les scènes lyriques, hein, et en particulier une scène comme celle-ci. Alors, évidemment, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans ce qui ressort, en fait, il y a tout un livre, en fait. Donc, il y a énormément de choses à dire sur lui, mais j'essaie de vous donner les idées clés.
une des idées essentielles, c'est que pour lui, le modèle à suivre, c'est l'enfant. C'est celui qui sait comment vivre, c'est celui qui sait comment jouer, qui sait créer aussi, qui est un artiste né. Par exemple, je vais vous montrer une image où on voit un enfant en train de créer. L'enfant sait déjà dessiner, il n'a pas besoin qu'on lui apprenne. Et voilà, il part de cette idée-là, que c'est vraiment le modèle à suivre. Alors, c'est le bouddhisme qui l'inspire, évidemment, le taoïsme aussi, en fait, et aussi le romantisme européen qui joue un rôle à cette époque en Chine, enfin, qui est introduit en Chine. Donc c'est le culte de l'enfant, en fait, propre à son époque aussi, qu'on ressent dans son œuvre, voilà. Donc ce sont des scènes assez touchantes au fond et qui nous touchent encore, évidemment, à notre époque, qui ne sont pas seulement ancrées dans son époque à lui. Donc je pense que ce sont des choses très frappantes. Alors je vous disais, donc c'est lyrique à mon avis, parce qu'une poésie donc évidente émane de tout ce qui... Enfin de très nombreuses scènes en tout cas, comme par exemple celle-ci, ça. Voilà. Donc, et puis il y a des scènes assez comiques au contraire, par exemple d'un enfant qui ne veut pas se lever le matin, le lundi matin, ça c'est le lundi matin, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai appelé un caricaturiste lyrique. Il est évident qu'il y a encore un livre à écrire sur les manhwa en Chine en général, et il y a vraiment toute une étude encore à faire, et en tout cas je pense que ce livre est un premier pas peut-être dans ce sens.